quelques informations, parce que ça avance en fait, hein, ça avance, même si on n'est pas très nombreux. On a eu une réunion à l'ARS mercredi après-midi, avec le nouveau directeur de la veille sanitaire, le professeur Xavier de Paris. Je lui ai envoyé le compte-rendu tout à l'heure de notre séance, puisque par habitude, l'ARS ne fait jamais de compte-rendu. Donc nous étions deux membres du collectif Médecins 974, et puis une membre, ou un membre, je ne sais pas comment on dit, de collectif Parents Info, Parents 974 Mobilisation. Nous avons de nouveau une réunion mercredi après-midi au rectorat. Quand je dis nous, c'est le collectif Parents qui a pris, et parce qu'ils se démènent comme des malades en fait, le collectif Parents 974 Mobilisation, qui a rendez-vous avec toute une équipe du rectorat pour savoir si on peut faire une étude témoignant de la problématique des enfants avec les masques. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit à... Je prends l'habitude maintenant de jamais donner le nom des personnes, parce que ce qui m'intéresse, c'est la fonction. Au nouveau directeur de la veille sanitaire, d'abord, je pense que c'est un monsieur qui est bien, qui connaît beaucoup de choses, mais il n'a pas arrêté de nous dire ce n'est pas mon opinion personnelle, je ne fais qu'obéir aux ordres, et c'est totalement légitime, on ne peut pas lui en vouloir. Vous m'entendez là, suffisamment? Qu'est-ce qui est prévu de faire? Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous mettre par petit groupe de 6, s'il vous plaît? Tout simplement parce que la loi ici peut venir et qu'on risque gros, puisque rien n'a été déclaré. Mettez-vous par groupe de 6, c'est vraiment important. 6 un peu isolés dans les coins d'ombre. Tout ça parce que je vais vous lire une lettre en partie de la préfecture par rapport à une demande justement d'intervention, d'information qui nous a été envoyée hier à la demande d'une personne individuelle, parce qu'à chaque fois c'est une personne individuelle qui doit prendre le risque. Et en fait cette lettre de la préfecture qui est assez sidérante, parce que finalement en gros il dit vous ne pouvez plus vous réunir à plus de 6 personnes, c'est fini, même pour danser, pour chanter. Et on terminera en chantant et en dansant un petit peu tout à l'heure, si la loi ne vient pas nous perturber. Cette lettre de la préfecture date du 19 mars 2021, c'est hier. Hein. Alors vous nous avez transmis, etc., une déclaration de manifestation dont l'objet est le rassemblement de 150 personnes sur le parvis des droits de l'homme le 20 mars prochain, c'est aujourd'hui, afin d'y pratiquer une activité physique et sportive. Alors moi, en tant que docteur, déjà, qu'on m'interdise de faire pratiquer aux gens une activité sportive et physique, déjà, en tant que médecin du sport, ça me gêne, c'est un peu gênant. Le décret du 16 octobre 2020 interdit les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique. La décision du Conseil d'État du 6 juillet 2020 précise également que la liberté de manifester et de s'exprimer doit cependant être conciliée avec le respect de l'objectif de protection de la santé et du maintien de l'ordre public, etc., etc. Ok pour la France hexagonale, mais à La Réunion c'est particulier parce qu'il y a des variants. Vous avez entendu qu'il y a des variants. Et je ne sais pas si vous avez entendu l'émission de Réunion Première, il y a 2 jours, où ce monsieur, le nouveau directeur de la veille sanitaire, a dit clairement texto, hein, vous pouvez retrouver la vidéo, le variant il ne tue pas plus, il n'est pas plus contagieux que les autres, le variant sud-africain. C'est un monsieur qui a le courage de dire ça, quand même, parce que c'est pas facile. Hein. Donc ça veut dire que cette lettre n'est fondée sur aucun argumentaire, puisqu'il met cette situation préoccupante aggravée par l'apparition de variants actifs dans nos départements, variants sud-africains. Donc moi j'écoute la télé de temps en temps, et donc j'ai entendu monsieur le directeur de la veille sanitaire. Aussi, compte tenu de ce que je viens d'évoquer, et après avis de l'Agence régionale de santé. Dans le courrier qu'on a fait ce matin, on a demandé qui, à l'ARS, a donné suffisamment d'argumentaires pour dire qu'il y avait danger pour la population de se réunir à 150 personnes. C'est pour ça que si je vous demande de vous séparer par petit groupe de 6, c'est justement pour ne pas être embêté par ça. En gros, pour pas que je sois embêté. Donc si vous ne bougez pas, je vais être embêté. Voilà, il y a des petits coins d'ombre, mais faites-le, parce qu'on est vraiment dans un monde qui est plus le même que ceux d'avant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé à la réunion de mercredi dernier avec monsieur le directeur de la veille sanitaire?
c'est d'abord l'intérêt de la vitamine D chez les personnes en EHPAD. En EHPAD, pour les personnes âgées, d'une façon générale, d'ailleurs pour tout le monde. Mais surtout en EHPAD, parce qu'évidemment, elles ne sortent jamais. Et donc, la vitamine D, qui est quand même notamment alimentée par le soleil, bah, c'est pas en EHPAD qu'on l'a. Hein. Donc, voir si c'était possible de donner une espèce de préconisation, pas une recommandation c'est la Haute Autorité de Santé, une préconisation qui serait de dire à tous les médecins, et notamment aux coordinateurs des EHPAD, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé, s'il vous plaît, prescrivez de la vitamine D aux personnes des EHPAD. Parce que toutes les études montrent que c'est bénéfique en titre préventif et aussi curatif, préventif. Une étude randomisée d'ivermectine. L'ivermectine, c'est un antiviral, un antiparasitaire, qui est très utilisé en Afrique, qui a démontré sur des centaines d'études, et pour lequel l'ARS a reçu il y a donc il y a 2 jours, et par PDF il y a 1h12 minutes, le dossier de 90 pages qu'on avait fait, et qui montre que si on ne donne pas d'ivermectine, ça peut poser problème, parce qu'un jour ou l'autre, certaines personnes disent « mais pourquoi mon docteur n'a pas donné l'ivermectine ?» En tant que médecin régulateur au 15, hier j'ai régulé, avant-hier j'ai régulé, c'est un peu embêtant, parce que nous, quand on a des appels en disant « docteur, aidez-moi parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire », mais si, il faut faire. Vous restez chez vous, vous allez vous tester, et vous prenez du Doliprane, et vous nous rappelez si ça va pas. Voilà. C'est ça hein, qu'on dit en permanence, hein, tous les régulateurs du 15. Hein. Moi en premier, je voudrais aller à l'encontre de ce qu'on me dit de faire. Hein. Donc, cette étude randomisée, ivermectine versus rien, éventuellement ivermectine plus antibiotique qui s'appelle doxycycline, plus vitamine D plus zinc, versus rien, versus Doliprane. Il semblerait qu'il y a eu déjà une démarche de l'ARS faite pour demander à Paris si c'est possible de la faire. Un organisme qui s'appelle, et nous l'avons découvert il y a 2 jours, Reacting. Et vous regarderez ce que c'est que Reacting sur Internet, je suis tombé des nues. Ces gens de Reacting, ce sont les mêmes que le conseil scientifique, qui sont les mêmes du comité national d'éthique, et qui sont les mêmes pour avoir prescrit Remdesivir, etc. Donc ça tourne en boucle en fait. Et ça veut dire on ne peut pas faire de recherche en médecine de ville, c'est-à-dire avant que les gens aillent à l'hôpital afin de ne pas saturer les lits d'hospitalisation, sans la bénédiction de ces gens-là. Donc par définition, ils ne donneront jamais leur bénédiction. Donc c'est impossible. Alors si l'ARS, et vraiment ils auront notre soutien, Océan Indien, obtient ce qu'on appelle une RTU, recommandation thérapeutique d'usage, c'est-à-dire une autorisation aux prescripteurs de donner de l'ivermectine, notamment à La Réunion, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe sur le variant sud-africain, ce serait déjà une victoire. Et je trouve que cette personne à l'ARS, franchement, elle est pas mal. Mais quel est son champ de possibilités? C'est toute la problématique. Donc on ne peut pas accuser une personne de ne pas faire son boulot. Il a été mis là, madame la directrice de l'ARS a été mise là, monsieur le préfet a été mis là. C'est compliqué pour eux. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on reste dans des actions pacifiques, argumentées, et même si on a la colère dans notre cœur, je pense vraiment qu'il faut rester calme. Rester calme, parce qu'un jour ou l'autre, c'est pas possible, on connaîtra tout ça. Ça commence à se délier, vous avez remarqué que certains grands journaux, Le Parisien, la Revue Capitale, certaines télés, pas encore BFM ou France Télé, même France Info commence à... Donc ça commence à venir sur les médias dits les mainstream. Hein. Donc il ne faut pas désespérer. Et puis voilà. Donc ensuite, c'est l'intérêt des masques à l'école. C'est d'ailleurs pour ça que nous allons, avec le collectif parents de cette mobilisation, voir toute une équipe du rectorat, dont un des médecins responsables, donc un infirmier responsable, donc un inspecteur responsable, que des gens responsables. Responsables de quoi? Moi, je pense qu'il faut qu'ils soient responsables de leurs enfants quand même, hein, et des enfants qui sont dans nos écoles. Et on va les regarder les yeux dans les yeux. Après, on n'est plus là pour convaincre. On a essayé de convaincre pendant 1 an. C'est fini, ça. On informe. Ils prennent ce qu'ils veulent dans nos informations. Ils les mettent à la poubelle. Ils le regardent le soir avant de dormir ou quand ils se regardent devant la glace. C'est tout. Nous, on est là que pour ça. C'est pour ça qu'il ne faut plus être
dans l'altermoiement ou dans les aboiements, ça n'a pas d'intérêt. Et que si par hasard la police vient, on partira gentiment, voilà, on ne va pas aller contre la loi, mais c'est les argumentaires scientifiques et juridiques qui un jour ou l'autre gagneront. L'étude saturométrie chez l'enfant, c'est-à-dire un petit appareil qu'on met au doigt, très facile à mettre, on s'aperçoit quand même que le taux d'oxygène dans le sang, même si c'est un appareil qui n'est pas très fiable, mais en général, si on le fait tous chez vous, là, à l'instant, à l'ombre, vous serez entre 95, 16, 99% de saturométrie. Chez les enfants, et moi je peux témoigner, j'ai des photos de saturomètre avec 86%. Alors, soit le saturomètre ne marche pas, okay, soit ils avaient un insuffisance respiratoire chronique juste à côté, et ils ont fait tromper le docteur en mettre le doigt sur ok, il n'y a pas de souci, on peut toujours penser ça. Je ne pense pas. Donc l'ARS, on a demandé à l'ARS de se rapprocher du rectorat, et c'est aussi une des motivations de cette réunion de mercredi, c'est de demander au rectorat, écoutez, nous on n'en sait rien si c'est vrai, c'est faux. Nous ce qu'on voudrait, c'est faire une étude in vivo, c'est-à-dire dans des classes à 35 degrés, sans clim, sans brasseur d'air, et 35 degrés à l'ombre, avec un masque porté 3 heures. On garde la saturométrie, c'est pas invasif, ça fait pas mal. C'est presque ludique pour l'enfant d'ailleurs, si on lui explique bien, ça peut être ludique. Et puis 3 heures après. 3 heures après, et puis on voit ce que ça donne. Et si ça donne des saturations à moins de 90%, moi ça m'intéresse en tant que médecin régulateur. Pourquoi? Parce que quand on a un enfant, ou la mère d'un enfant qui appelle au 15 là, et qui dit « mon enfant il a mal à la tête », mal de tête, vomissement, chez un médecin, c'est méningite jusqu'à preuve du contraire, ou une hémorragie méningée. Mais si la maman me dit écoutez, en fait ça va mieux depuis une demi-heure qu'il est rentré à la maison sans masque, vous pourrez peut-être penser, sans certitude, que peut-être c'est le masque qui donnait mal à la tête. Surtout quand des parents vous disent mais après 15 jours de vacances, ça y est, c'est fini. Merci docteur. Ouais, sauf que dès demain, c'est demain la rentrée, je crois. Non, après-demain. Et ben rebelote, quoi. Mal de tête, etc. Ça, c'est que un des symptômes, il y en a plein d'autres des symptômes. Notamment, évidemment, tout ce qui est anxio-dépressif. Et je ne pouvais pas savoir le nombre d'appels ici ou en France de gens qui viennent demander la mort à leur médecin. Des témoignages en France, c'est ça. Docteur, donnez-moi la mort, qu'est-ce qu'il faut faire pour mourir? Quand vous avez un enfant de 5 ans qui vous dit ça, c'est que la société, elle va pas donner. Ensuite, l'intérêt des tests. Tout est basé sur des tests des PCR. Mais en fait, tout le monde sait que ces tests PCR ne sont pas fiables et ont ce qu'on appelle une CT, c'est en fait des nombres de cycles d'amplification. Et en fait, la Haute Autorité de Santé, je ne sais pas pourquoi, personne ne sait pourquoi, a dit que c'était positif jusqu'à un CT 40. Mais vous êtes grippé il y a 15 jours, vous aurez votre PCR positif. Donc en fait, in fine, tout le monde va être PCR positif. Sauf que toutes les mesures gouvernementales, confinement, couvre-feu, sont basées là-dessus. Si vous avez un CT qui normalement c'est la Société française de microbiologie qui le dit, en dessous de 28,4, le CT n'a pas, il n'y a plus de contagiosité en fait. Bon, et officieusement on dit que la barrière c'est entre 33 et 37. Bon, mais c'est pas 40. Parce que c'est logarithmique, ça, c'est pas juste un petit peu plus de cas à 40, c'est énormément de plus. Donc toutes ces mesures de confinement, couvre-feu tombent à l'eau. Tombent à l'eau, c'est-à-dire que c'est toutes ces lois dites liberticides qui risquent de sauter. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Alors l'ARS, et je remercie monsieur le directeur de la veille sanitaire, le nouveau directeur de la veille sanitaire, qui va rencontrer les biologistes de Lille pour leur dire, mettons-nous d'accord sur un CT, justement, à partir du quand on pourra dire que le test est positif ou négatif. Avec la possibilité douteuse d'ailleurs. Je ne vous dis pas quelqu'un qui appelle le 15 en disant mon PCR est douteux, docteur, qu'est-ce que je fais? Alors là, je ne sais pas. Néanmoins, vous voyez que ça bouge, ça bouge. Bon, ils auront mis plus d'1 an à bouger, c'est pas grave, pas grave. Tout le monde que vous êtes là, on pourra dire, ouais, on était là avant vous, tant mieux. Mais merci l'ARS enfin d'orienter là-dessus. Alors jusqu'où ils pourront aller, je ne sais pas. Et puis les décès quand même. Il y a quand même il y a eu des décès médiatisés là, même au centre 15, qui n'ont pas été médiatisés, pour lesquels nous on est bien au courant en tant que médecin régulateur, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à une personne qui est décédée et qui a fait qu'on n'avait jamais rien proposé, le traitement dit ambulatoire précoce, le TAP. Et je vous incite à regarder la coordination santé libre, CSL, sur Internet.
pour voir ce que c'est que le TAP, traitement ambulatoire précoce, et il y a aussi le traitement préventif, basé toujours sur la même chose, hein, le zinc, l'ivermectine, la vitamine D, vitamine C, hydroxychloroquine. Alors l'intérêt de l'ivermectine par rapport à l'hydroxychloroquine, de toute façon on ne peut plus sortir ce mot parce que c'est devenu tabou, mais surtout normalement il devait y avoir une mesure du potassium, kaliémie, et puis faire un électrocardiogramme. Donc c'est un petit peu plus lourd. Alors l'ivermectine, c'est utilisé dans plein de pays. Il n'y a aucun effet indésirable, il n'y a aucune adaptation des doses, ni chez l'enfant. Enfin, il y a une adaptation des doses chez l'enfant, on peut en donner, et il n'y a pas d'adaptation des doses chez l'insuffisance rénale chronique, ce qui est rare. Hein. En général, les médicaments, quand vous êtes insuffisant rénal chronique, c'est-à-dire que le rein a du mal à éliminer vos médicaments du corps, notamment les dialysés par exemple, sauf que chez eux c'est la machine qui élimine, mais on fait attention, on diminue les doses en fonction de ce qu'on appelle une clairance. Voilà, c'est un peu médical, mais donc l'ivermectine a tout, sauf qu'il y a un gros défaut, c'est que c'est pas cher, quoi. Et que c'est un vieux médicament qui est utilisé par des millions de personnes. Et il est très étonnant de voir, par exemple, dans les pays d'Amérique du Sud, et notamment à Mexico, à partir du moment où ils ont mis l'ivermectine il y a quelques mois, la courbe des décès n'est pas retombée en cloche, elle est retombée complètement avec une courbe, c'est même plus une courbe, c'est une droite. Je veux dire, j'en sais rien, moi à Mexico je ne suis pas, mais qu'on essaye à la Réunion, puis on verra bien, puisqu'il paraît qu'on va avoir plein de cas. Donc faisons ça, et j'ai quand même l'impression, c'est pas le cas de l'autre confrère qui est à la Réunion, mais j'ai quand même l'impression que l'ARS pourrait faire quelque chose. Ensuite, ben voilà, surtout, moi ce que je voulais vous dire, et puis dernière chose, donc cette lettre du préfet, que je vous ai lue tout à l'heure, c'était parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, et vous irez après sur internet quand vous rentrerez, sport sur ordonnance, et vous mettez à côté CSL, coordination santé libre, partout. En France, dans des centaines de villages, des centaines de villes, vous avez des gens qui se regroupent, avec l'autorisation de la préfecture d'ailleurs, mais ici il paraît qu'on n'a pas le droit, bon. Avec l'autorisation de la préfecture, pour danser, chanter sur un chant de HK, que je vais vous faire entendre là. Bon, moi je suis absolument pas, il me faudrait des coachs pour bien danser, mais juste pour vous commenciez si vous avez envie d'organiser partout autour de chez vous, même à 6 personnes, parce que 6, on n'a pas besoin de demander à la préfecture. 6 là, ça fait 6 puissance, je sais pas combien. Donc, vous taperez, en plus c'est une superbe musique avec des paroles magnifiques.